Bonjour à tous. Bonjour. Alors on est ravis avec Grégoire. Patrick est client de chez Rosemood. Ça, c'est génial. Grégoire, commence pas, on a une trame, s'il te plaît. Heureux client. On est ravis avec Grégoire d'animer cette dernière conférence de cette journée riche. Très rapidement, donc enchanté tout le monde. Moi, c'est Louise Le Bollet des Doigts. Je travaille à la cantine, non pas numérique, mais maintenant French Tech Nantes. L'association de la cantine French Tech Nantes, on existe depuis 2008, et on fédère et on anime les entreprises de la région qui innovent sur 3 grandes thématiques, le business, l'impact et l'innovation. On a plus de 300 entreprises et 170 coworkers qui font partie de notre réseau. Et on est ravis aujourd'hui d'être invités sur ce bel événement. On va avoir 30 minutes ensemble avec Grégoire qui va nous donner un aperçu de ses 15 ans d'expérience entrepreneuriale. On va voir ensemble les débuts, mais comme l'indique le nom de la conférence, également la fin, qui, sans rien spoiler, n'en est pas forcément une. Alors, pour toi, tout commence aussi en 2008, donc comme à la cantine. Après quelques années dans le monde du salariat et quelques déceptions, tu décides de te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Une première idée, tu nous en diras plus tout à l'heure, qui ne sera pas forcément celle qu'on connaît aujourd'hui. Puis une deuxième idée que tu auras gardée bien précieusement, mais qu'on connaît tous aujourd'hui sous le nom de Rosemood. Alors Rosemood, en quelques chiffres, c'est 150 collaborateurs, 20 millions de chiffre d'affaires, et en 2022, un rachat. Si j'en perds mes notes. Mais avant d'arriver à ces beaux chiffres, c'est une aventure qui Anti-sèche. qui sèche. Est-ce que tu peux nous dire où tu en étais, dans quel état d'esprit tu étais quand tu as créé Rosemood, et est-ce que le succès est arrivé immédiatement ? Alors bonsoir. Dans quel état d'esprit j'étais quand on a lancé? Déjà, en fait, effectivement, moi, j'ai commencé par faire du conseil en stratégie dans une grosse boîte américaine qui avait un bureau à Paris. Et puis après, j'étais un peu moins d'1 an et demi à la Fnac. Et en fait, ces 2 boulots, j'ai vraiment trouvé ça horrible. Après, j'y suis resté longtemps quand même, mais je m'épanouissais pas du tout, quoi. J'étais vraiment pas heureux. Et il n'y avait pas beaucoup de fantaisie, etc., ni de créativité. Et donc, je me souviens dans mes années lycée, j'y disais un peu pour frimer, bah oui, un jour peut-être que je monterai une boîte, mais j'y croyais pas vraiment finalement. C'était des discours sans fondement. Et puis ces boulots-là ont tellement été affreux à mes yeux, sachant qu'ils plaisent à d'autres, il n'y a pas de problème, que je suis parti. Et je suis parti sur la base d'une idée qui s'est avérée être une mauvaise idée, celle dont tu as parlé tout à l'heure, mais qui était suffisamment bizarre pour me faire plonger, quoi. Et donc cette idée, c'était vraiment tout bête, c'était de faire le carnet du jour en ligne. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Dans les journaux, dans la presse quotidienne régionale, il y a des avis surtout de décès. Et on dit, bah oui, un tel est mort, etc. Et ça n'existait pas sur le web. Les gens payent très cher pour ce genre d'annonce. Et donc, on a créé un premier site qui s'appelait Carnet de France, qui était une espèce de, on va dire, pour faire les choses simples, une espèce de réseau social familial, quoi. C'est-à-dire que vous postiez une annonce gratuitement de naissance, de mariage ou de décès, et puis votre communauté, celle avec qui vous étiez en contact, ceux avec qui vous étiez en contact, avec qui vous aviez pu bosser, étudier, etc., ils recevaient par un système d'alerte phénoménal, bah tiens, un tel que j'ai croisé il y a 20 ans à la fac, il s'est marié, je le reprends contact, je le félicite, etc. Voilà. Donc ça, c'était la première idée. Et comme ça n'existait pas à l'époque, je me suis dit, mais c'est génial, cette idée n'existe pas, ça va être un succès phénoménal. Et donc c'est ça qui m'a poussé à quitter le monde du salariat, quoi. Je pense que j'aurais jamais quitté le monde du salariat pour aller faire des faire-part. Parce que je me serais dit, bah, c'est naze, ça existe déjà, aucun intérêt, je ne vais pas quitter mon job en or pour ça. Et en fait, j'emploie souvent l'image du mec qui est sur son bateau, du salariat, tranquille, à contempler l'océan. Et puis, s'il a une idée un peu folle, il plonge. Et c'est vrai que si j'avais vu l'idée, j'ai vu l'idée folle
du carnet du jour, j'ai plongé. Si j'avais vu l'idée folle du faire-part, j'aurais jamais plongé. Mais simplement, quand on est dans l'eau, une fois qu'on a plongé et qu'on est en train de couler, bah, les idées vous paraissent un peu différentes, quoi. Et là, pour moi, l'idée du faire-part, c'était un truc auquel je me suis raccroché, une espèce de radeau qui flottait là, et puis ça a marché parce qu'en fait, on s'est aperçu que l'offre à l'époque était vraiment moche, et que les gens qui faisaient des faire-part vivaient malgré cette offre moche, quoi. Alors que nous, on vivait pas. Donc on s'est dit, c'était assez proche finalement du faire-part électronique et du faire-part papier. Donc l'idée est venue de là. Et donc pour répondre à ta question sur l'état d'esprit, en fait moi quand j'ai quitté mon job pour me lancer d'abord dans le carnet du jour, puis dans le faire-part papier, j'étais hyper heureux d'avoir quitté ces affreux boulots. Et ensuite j'étais impressionné par la liberté que j'avais, c'est-à-dire que j'avais vachement de temps. Pour moi, la Fnac notamment, c'est quand même le poste que j'avais, ou l'organisation que moi je m'imposais à ce boulot-là, j'étais sans cesse pollué par les conneries. Et c'était vraiment horrible. Et donc, et là, avoir autant de temps pour soi à faire des choses qui vous semblent à vous utiles, c'était phénoménal, quoi. Chaque minute était utile. Et alors là, vraiment, c'est une révolution. Et du coup, je me disais, en fait, bon, bah, même si ce truc-là marche pas, c'est pas grave. Puisque je suis capable d'avoir du temps utile, bah, j'en ferai de toute façon quelque chose de bien et je reprendrai. Je me disais, c'est pas grave, j'ouvrirai un commerce, quoi que ce soit, et j'y arriverai, quoi. Voilà. Donc ça m'a toujours donné beaucoup de confiance d'avoir cette liberté-là. Ensuite, souvent on dit, ben oui, on monte sa boîte, donc on prend un risque, etc. Moi, j'étais pas anxieux, pas trop, parce qu'en fait, comme j'ai un parcours académique plutôt chic, avec des boîtes, avec un CV flatteur, et ben ça aurait été très facile pour moi de retrouver du boulot si mes boîtes avaient flanché, si ma boîte avait flanché. Alors que j'ai beaucoup plus d'admiration pour ceux qui lâchent tout, alors que leur crédibilité dans le monde du salariat, par le CV je parle, hein, bien sûr, pas par la personnalité, est plus limitée. C'est beaucoup plus dur pour eux de retrouver un boulot, quoi. Et en plus j'étais jeune à l'époque et tout. Parce que j'ai 51 ans, moi. Voilà. Voilà. Je suis plus jeune que Patrick. Hein? Et puis après, bon, alors je me suis noté, c'était sympa, c'était hyper sympa à faire aussi. Au début, moi, dans mon offre de carnet du jour, là, on vendait une offre de plateforme d'avis de décès à des pompes funèbres, quoi. Donc je faisais j'appelais des pompes funèbres, j'allais au salon des croque-morts. Enfin, bon, c'était assez marrant. Du coup, j'avais plein d'histoires marrantes à raconter à mes copains, qui eux, j'étais parmi les premiers de mon groupe de copains aussi à monter une boîte, donc ça les titillait, quoi. Ça changeait un peu des discours habituels, et puis voilà, donc j'étais très heureux. Voilà. Et alors après, est-ce que le succès est venu vite? En fait, oui et non, c'est-à-dire que il n'y a jamais eu de succès pour la première idée, donc voilà. Moi, je me suis acharné un peu longtemps, mais je voulais surtout pas avoir le sentiment d'abandonner. Alors qu'Antoine, mon associé, mon premier associé de l'époque, plus vite, il m'a dit, voilà, on va dans le mur, quoi. Et puis donc, à force d'écouter, de parler avec d'autres, on s'est dit, c'est vrai, putain, quand même. Là, le faire-part papier, parce que, en fait, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé au monde du faire-part papier? Tout simplement parce qu'on était dans le faire-part électronique, et donc comme on se battait sur les requêtes Google, bah, on a vu ceux qui faisaient ça, c'était du faire-part papier, c'était classique, c'était moche, et on allait voir leurs chiffres, et puis ils gagnaient des sous, quoi. Donc rien que ça nous faisait rêver. Nous, on avait nos premiers enfants à l'époque, et on trouvait pas d'offres satisfaisantes, quoi. Donc on s'est dit, on va faire le site qui convient, qu'on aimerait trouver, tout simplement, voilà. Et pour faire ça, on s'est associé avec une troisième personne, Hélène, et donc qui a énormément apporté à la boîte en termes de créativité, de sens du service client et de sens du design, etc. Voilà, elle a apporté la notion du chic à une équipe qui en avait probablement pas mal besoin. Et quand le site est sorti, en fait, ça a tout de suite eu du succès, entre guillemets. Enfin, on a tout de suite fait nos premières commandes parce qu'il y a beaucoup de clients qui nous disaient oh, « Enfin, là, je cherchais depuis longtemps quelque chose de joli et je ne l'ai jamais trouvé et enfin, chez vous, je l'ai. » quoi. Et donc, je me disais d'ailleurs en parlant que le passage de 0 to 1, en fait, ça s'est passé assez naturellement, mais à des temps différents. C'est-à-dire que moi, quand j'avais mon premier projet à la Carnet de France, j'étais un gros loser. Même sur mon profil LinkedIn, je ne mettais même pas que je faisais ça. Je mettais GM Conseil, tellement c'était moche, quoi. Et donc, et que j'avais la conviction profonde qu'on n'y arriverait pas vraiment. Et donc, c'était un sujet de ricanement avec mes amis, évidemment. Et après, quand j'ai vu les premières maquettes de sites web
qu'on allait faire pour le premier site de faire-part de naissance. Et puis les premiers designs de graphistes qui faisaient les premiers faire-part, tac, je me suis dit direct, voilà, c'est hyper beau, c'est très bien, ça va se vendre, c'est canon. Et hop, je suis passé de 0 à 1, dans mon ego, quoi, on va dire. Bref, mais j'étais fier de ce que je faisais direct, quoi. Et donc, évidemment, mes proches ne voyaient pas encore ça, donc eux, pour eux, ils ricanaient toujours. Et puis, quand ils ont vu le site sortir, là, pareil, ils ont fait le même switch. Ils ont dit, ah voilà, c'est bien ce que tu as fait, là, ça va marcher, etc. Puis après, ça s'est élargi avec les clients et puis la renommée progressive de la marque, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'on a eu de la chance parce qu'on a levé très peu d'argent au tout début. C'est-à-dire que c'était des business angels. On a levé à peu près 300 000 € en 2 fois pour financer le premier projet, à peu près 220 000 €, 80 000 € pour financer le premier site web, le site web de faire-part. Puis après, c'était rentable, donc du coup, on n'a pas eu, on n'a pas eu à subir les affres, à subir, j'en sais rien. Mais en tout cas, on n'a pas fait de levée de fonds, voilà. Mais ça, c'est super agréable aussi. On peut se concentrer sur le business, quoi. Voilà. Et du coup, justement, quand tu t'es lancé avec tes 2 associés, est-ce qu'à long terme, vous voyez déjà un exit ? Alors, c'est quelque chose dont on a toujours parlé, ouais, c'est vrai. On en parlait, non pas sans trop y croire, mais c'est vrai que c'est une éventualité, on se lance. En plus, on est 3, donc c'est pas comme, par exemple, si j'avais été seul au capital, je me serais sans doute dit, oui, pourquoi pas la transmettre à mes enfants, ou rester actionnaire, mais trouver un dirigeant qui puisse ensuite la diriger. Mais à 3, les planètes sont très souvent alignées sur plein de choses, mais en tout cas, elle l'était avec nous. Mais il y en a toujours un pour dire j'en peux plus, j'en peux plus. Non, c'était génial comme aventure, mais il y a toujours des moments de lassitude, c'est normal, et qui dit voilà, du coup, si je pars, comment on fait, quoi. Et donc, est-ce que tu me rachètes mes parts, comment ça marche? Et donc, si vous en avez un qui part et puis les autres qui rachètent les parts, comment ça fonctionne? Est-ce que vous prenez un risque financier pour acheter les parts de celui qui va faire de la planche à voile? Vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça. Enfin bon, bref, ça peut être... Et donc, on ne sait pas ce qu'on a fait. Et puis ensuite, il y a aussi une histoire d'opportunité, c'est-à-dire que les Allemands qui nous ont racheté, là, le groupe Celebrette, on les connaît depuis très longtemps. Et puis, ils se sont lancés à peu près en même temps que nous sur un marché domestique allemand, avec le même sens du service, pas avec le même sens du design, mais ça c'est très bien, du coup c'est complémentaire, mais c'est vrai qu'on se connaissait depuis très longtemps et puis on s'entendait très bien. Donc ils nous ont approchés plusieurs fois et on se mettait pas d'accord à chaque fois on leur disait pourquoi pas, vous êtes sympa et puis nous l'exit ça nous parle, mais on se mettait très rapidement pas du tout d'accord sur la valo et à un moment en fait après le Covid, donc en 2021, ils ont fait rentrer un fonds en minoritaire chez eux et qui a dit qu'il était prêt à financer des acquisitions. Et donc c'est là où on s'est mis. Dès cette opération faite chez eux, ils m'ont appelé, ils m'ont dit Greg, là tu viens parce qu'il faut qu'on parle. Et puis voilà, on a parlé et en réalité ça s'est fait très vite, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que j'aurais toujours un peu cette... Moi, Rosemood, c'est mon bébé, évidemment, ça c'est un poncif, mais c'est des équipes qu'on a recrutées, qu'on aime, qu'on a aimé et qu'on aime toujours, que moi j'ai profondément aimé diriger et puis amener vers un projet commun, quoi. Et donc j'aurais toujours, même si c'est quelque chose, c'est un objectif qu'on a rempli, mais j'aurais toujours cette mélancolie de pas être resté jusqu'au bout de ma vie, j'en sais rien, mais voilà, un peu plus longtemps, ou avoir transmis cette boîte à ma famille, c'est quelque chose qui m'aurait plu aussi, qui n'était pas possible, mais voilà. Après, il faut savoir aussi choisir, décider, saisir les opportunités, et voilà. Du coup, dans une aventure aussi enrichissante pour toi, quand on a échangé, tu as dit des mots comme épanouissement total, bien-être extrême. Comment on prépare cet exit pour les équipes et comment on se prépare à la fameuse question est-ce que job is done? Bon, déjà, la première question, on s'y prépare pas parce qu'elle n'était pas préparée, celle-là, mais non, je rigole. Alors, comment est-ce qu'on se prépare à l'exit? On en parle régulièrement, mais comme on parle d'autres choses, donc ça fait partie des préoccupations, mais le développement produit qui nous a animés et puis l'animation des équipes, c'était les deux choses qui nous animaient le plus. Et puis après, en fait, on est le projet, la personne qui veut vous racheter arrive, donc on prend un banquier d'affaires pour faire ça correctement, des avocats, puis on avance dans le process, quoi.
Et puis une fois que c'est fait, effectivement, il faut expliquer aux équipes pourquoi ça se fait. Donc voilà un peu ce que je vous ai décrit là. Et puis on avait aussi, j'ai toujours eu le sentiment, moi, que on était très fort en produit. Donc on savait faire des très jolies choses. On était très fort en service aussi. C'est-à-dire qu'on, je pense que de manière très authentique, on a su insuffler, on a su recruter les bonnes personnes pour ça et insuffler aussi une gentillesse authentique de toutes nos équipes envers les clients. Et c'est aussi, c'était un critère de recrutement chez nous. On voulait que les personnes soient profondément gentilles et attentives, et ça se ressentait. Et donc, il a fallu. Mais alors oui, donc on faisait ça très bien. Voilà, je reprends le fil. Mais d'un autre côté, je pense que d'un point de vue business, il nous manquait quelques cordes à notre arc. On n'a jamais été des dieux du business, quoi. Voilà. Et donc, alors que Celebrate qui nous a racheté, ils sont vraiment très forts là-dedans. Donc, une des optiques du rachat, c'était aussi, il y a les sujets perso, mais pour la boîte, il y a le sujet qui est de dire, nous on est très fort en produit, très fort en service, mais il nous manque une corde business pour accélérer encore plus vite, quoi. Et ça, c'est ce qui nous apporte. Voilà. Voilà. Du coup, job is done. Ah oui, alors bon, job is done, ça c'est le chronomètre, donc il nous reste 14 minutes, mais ça va. Alors, job is done, donc, alors, on peut dire que oui, l'exit est faite, voilà, parce que c'est quand même tout un projet, c'est tout un truc, et puis il y a une part de fantasme aussi là-dedans, j'aimerais bien faire une exit un jour, donc ça, voilà. Alors après, il y a Rosemood et il y a nous les associés. Pour Rosemood, rien n'est fini. Au contraire, je ne veux pas dire que tout recommence, mais il y a forcément pour la marque et pour les équipes une sorte de deuil à faire aussi. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après, évidemment, et ça faut le regarder en face aussi. C'est-à-dire que même si les cultures sont proches, il y a un changement de culture. Même si il y a toujours des changements qui sont opérés. Et l'intégration qui a été, nous on a signé. Je pense 2-3 jours avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et enfin la dernière signature, il y en avait eu d'autres avant. Et je me souviens avoir d'ailleurs dit aux équipes allemandes qui nous rachetaient, là la guerre éclate, c'est la crise, si vous voulez on arrête tout, quoi, parce que quand même le contexte est vachement différent. Et bon, on a continué. Mais c'est vrai que du coup, dans un tel contexte, une intégration c'est déjà difficile, je pense, pour des équipes. Et là, dans ce contexte-là, c'est encore plus difficile. Et là, elle se termine. Elle est terminée, mais c'est vrai que du coup, c'est pas terminé pour Rosemood, puisque justement, Rosemood a besoin maintenant, et les équipes ont besoin maintenant, de projets un peu plus dynamiques et porteurs que juste de dire faut faire l'intégration, quoi. Voilà. Donc à ce titre-là, c'est vachement important que oui, ça reprenne un élan. Ça, je vous parle des équipes en back-office. On espère que, évidemment, l'offre continue, le site continue à vivre, etc. Mais en interne, et c'est vraiment quelque chose à pas. Ça sert à rien de détourner le regard, quoi. C'est vrai qu'une intégration, c'est difficile. Et puis pour moi, c'est du oui et du non. C'est-à-dire que oui, c'est forcément quand on veut créer une boîte, on se dit voilà, j'aimerais un jour la vendre. Et puis c'est génial de pouvoir. Là, par exemple, en 2024, j'ai pas travaillé, donc se dire s'offrir ce luxe-là, c'est extraordinaire. Donc on peut dire oui, on a accompli tout un cycle. Je pense, je veux pas dire que ce qui fait partie d'un certain schéma entrepreneurial classique, quoi. Et puis évidemment non, parce que j'ai 2024, j'ai vraiment, je me suis reposé, on va dire. Voilà. C'est vrai que moi j'étais rincé, et par l'aventure Rosemood et puis par l'intégration, tout, quoi. C'est fatigant parce qu'on veut faire ça au mieux. Et puis il faut aussi faire le deuil du fait que vous avez une équipe que vous adorez, que vous menez vers un projet commun, et puis tout d'un coup c'est plus vous qui décidez, quoi. Et moi ce que j'ai adoré, ce qui m'a vraiment boosté, ce qui m'a accompli, et bref, c'est de prendre des décisions, c'est de diriger une équipe que j'ai choisie. Et là, forcément, l'équipe, j'avais toujours choisi, mais les décisions, je les prenais ou je les prenais moins, évidemment. Et donc, ce deuil-là était plus dur à faire que je ne pensais.
Maintenant, il est fait complètement. Mais c'est vrai que, du coup, j'ai peut-être envie de retrouver cette adrénaline-là, ou pas forcément une adrénaline, mais ce bonheur-là, tout simplement. Et donc, avec Hélène, là, mon associée, qui est partie en même temps que moi, on est en train de commencer à réfléchir à quelque chose, mais c'est vraiment le tout début. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que moi, je me souviens, enfin, tu me disais que parfois tu rencontres des entrepreneurs qui disent ah ouais, mais là c'est bon, dans l'IA tout a été inventé, etc. C'est fini, quoi, c'est mort, on peut plus rien faire. Et ce qui est drôle, c'est que moi, je me souviens, je me vois encore dans la chambre avec un copain en 98. On se disait ah putain, c'est mort, tout a été inventé, tout existe dans le web, et donc on pourra jamais monter notre boîte parce que. Et donc en fait, évidemment, c'était faux à l'époque comme c'était faux aujourd'hui. Donc l'idée, on trouvera quelque chose. Alors après, peut-être que je fanfaronne, hein, peut-être qu'on fera rien du tout. Mais on est effectivement à l'ultra-genèse de quelque chose, sachant qu'on est persuadé que c'est pas la peine d'inventer quelque chose non plus. On peut inventer quelque chose. Souvent, on fantasme aussi sur ce serait génial de créer un truc qui n'existe pas. C'est vrai, ça peut être génial. Mais on peut aussi très bien adresser un marché qui existe aujourd'hui avec des clients et donc des revenus et un modèle économique. Mais juste qui est mal adressé ou qu'on peut mieux adresser, quoi. Mais ça, c'est tous les jours possible. Donc, il y a plein d'opportunités. Après, d'un point de vue perso, en 2024, moi, c'est vrai que il y a plein de choses que je voulais faire. Et donc là, j'ai commencé à apprendre la musique, donc je commençais à apprendre le piano. Voilà. Mais en fait, j'aime beaucoup la musique, mais j'en faisais pas. Donc j'ai un professeur de piano qui vient tous les jeudis. Et c'est pour ça que je peux pas venir demain matin. Ah ben oui. Et donc le fantasme ultime, c'est de pouvoir jouer et chanter en même temps, parce que ça c'est pour dans 5 ans. Et je ne vous préviendrai pas. Et puis je me mets un peu au sport aussi, donc j'ai appris la wing en 2024, voilà, le wing foil, ça c'est fantastique aussi. Voilà. Et je me suis acheté un combi Volkswagen qui était aussi un troisième rêve. Voilà. C'est un vieux truc génial. Voilà. Du coup, l'exit, plutôt pas mal en 2024. Et du coup, tu vas te relancer sûrement dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Et tu nous disais, en préparant cet échange, que monter une boîte n'était pas forcément une finalité en soi, et que racheter potentiellement un business ou autre, si tu pouvais prendre les décisions, ça pouvait aussi être quelque chose qui t'intéresse. Oui, en fait... alors... Monter une boîte, en fait, ce qui est génial, c'est de faire des projets, quoi, de toute façon, quels qu'ils soient. Donc, finalement, vous me mettez quelque part, vous-même, on se met quelque part, on a des moyens pour faire ce projet, on le fait, tout va bien, quoi. À la limite, peu importe à qui il appartient. C'est juste que, alors, ce qui est vrai, c'est que créer un truc soi-même, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça apporte plus de fierté, plus de visibilité, etc. Et ça contribue du coup à son épanouissement aussi. Il ne faut pas se leurrer, c'est pas juste son bonheur dans le projet, le bonheur des équipes, c'est aussi la reconnaissance qu'on peut avoir. Donc il y a plus de reconnaissance dans un projet qu'on monte soi-même. Mais maintenant, ce dont je me rends compte aussi, c'est que ce qui m'a plu vraiment, effectivement, c'est de choisir une équipe et de faire quelque chose de beau avec elle. Et voilà. Tout simplement. Et donc ça, c'est faisable dans un projet qu'on porte ou dans un projet qu'on nous demande de porter. Et voilà. Et donc ça pourrait être racheter une boîte, mais ça peut aussi être rejoindre une boîte existante, un projet existant qui soit existant depuis des générations ou tout nouveau, peu importe. Voilà. Mais encore une fois, c'est vraiment... là, c'est le champ des possibles. Voilà. Je pense... Voilà. Et du coup, alors celle-là, elle n'était pas préparée, mais on en a parlé. Du coup, exit, mais pas exit de ton associé. Tu repars avec la même associée. Ah oui, alors évidemment, carrément, c'est vrai. Alors moi, on était 3 associés, donc Hélène, Antoine et moi. Donc Antoine est parti tout de suite dès la vente. Et avec Hélène, c'est vrai que je me sentirais complètement démuni si je devais monter une boîte sans elle. Et comme elle se sentirait, je pense, complètement... Enfin, elle me l'a dit, donc... mais... C'est important que ce soit équilibré quand même. Et elle, c'est pareil, se sentirait démunie si elle devait monter quelque chose sans moi. Et en fait, on se fait entièrement confiance et on surtout. Et puis on est aligné. On pense. C'est pas qu'on pense souvent la même chose, mais on a un alignement professionnel, même personnel, parce qu'on s'entend très bien, qui fait que il y a probablement d'autres personnes avec qui on pourrait s'associer, elle comme moi.
Mais là, on a trouvé, donc pourquoi chercher ailleurs, quoi. Voilà, c'est sûr. Ouais. Et, mais alors, malheureusement, elle a quitté Nantes, parce que nous, on a créé la boîte à Paris. Et puis, Hélène et Antoine, ils voulaient absolument quitter Paris pour aller... ils fantasmaient sur la vie tranquille en province. Alors moi, je voulais pas, j'ai traîné des pieds. Mais j'ai accepté, parce que je suis un homme bon. Alors, j'avais fait signer un contrat disant qu'au bout de 3 ans, j'avais le droit de rapatrier la boîte où je voulais. Mais comme dans les 3 ans, on a aussi internalisé la prod, donc on a loué un bâtiment dans lequel on a mis des machines d'impression, etc. Donc on est devenu industriel aussi, donc c'était moins possible de déménager. Et puis j'aime Nantes aussi, donc il faut se le dire. Et même si je pense que ma ville de cœur reste Paris, comme Hélène, sa ville de cœur est Lyon. Et donc elle a déménagé à Lyon, elle, cet été. Donc, mais ça ne nous empêchera pas de nous retrouver. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces partages. Est-ce que tu as un conseil ou un mot à dire à ceux qui se lancent ou à ceux qui se préparent un exit ? Alors, pour ceux qui se lancent, franchement, un conseil en particulier, non, j'en ai pas vraiment, à part ceux que vous connaissez déjà, je pense. Et puis pour l'exit, le conseil, c'est peut-être de venir me voir à la soirée, parce qu'on peut en parler effectivement. Parce que non, mais c'est vrai, il y a des choses qu'on peut faire, et puis celles qu'on voit pas. Non, il y a des hein. Il y a probablement des erreurs qu'on peut éviter. Je dis pas, il y en a certaines qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas faites, et puis d'autres qu'on a faites, c'est pas si grave, mais si on peut les éviter, tant mieux. Voilà. Un conseil sur l'exit, je pense que c'est bien s'entourer, évidemment. C'est de se dire qu'on est, et je pense que ça, on l'a bien fait. C'est-à-dire que je dis pas qu'on est en position de force, mais en fait, il faut être fier de ce qu'on a fait, quoi. Et donc, vous avez une belle boîte. S'il y a des gens qui viennent vous voir, c'est que vous intéressez les autres. Et donc, ça doit se faire aussi à vos conditions et pas qu'aux conditions de celui qui vous rachète. Et ça, je pense que ça a été assez clair avec Célébrette. Et par exemple, sur un sujet, le sujet numéro 1, on va dire, qui est la Valo, moi j'ai toujours dit, bah voilà, c'est ce prix, et puis ce sera celui-là. Et si vous voulez pas, c'est pas grave. On se reparlera l'année prochaine. Mais ouais, et quand vous le ressentez profondément en vous-même, ça, voilà, c'est accepté, quoi. Voilà. Et chacun défend ses intérêts, évidemment, comme eux les défendent. Voilà. Et surtout quand on signe un contrat en anglais et en allemand et en français. En français, mais en allemand et en anglais, effectivement, là, ça c'est compliqué. Et pour l'anecdote, en fait, nous on a signé en décembre 2021. Et décembre, pour nous, c'est un énorme pic d'activité parce que c'est là où on vend plein d'albums photos. Nous, on a eu plusieurs 0-to-1 dans la vie de la boîte parce qu'on a d'abord fait des faire-part, puis on est allé en Angleterre et en Allemagne. Alors en Angleterre, on est plutôt resté plus proche de 0 que de 1, mais en Allemagne, on est quand même allé jusqu'à 1. Puis après, on a lancé les albums photos. Là, c'est vraiment passé à 1, voire à 2, parce que maintenant, les albums photos, c'est la moitié du business. Et la particularité de l'album photo par rapport au faire-part, c'est qu'il y a un gros pic à Noël parce que c'est un objet cadeau. Et je vous encourage vraiment à acheter des albums chez nous, parce que non mais vraiment, je suis intimement persuadé que que le gap en termes de qualité et en termes d'émotion que vous allez recevoir est encore supérieur avec les albums photos qu'avec les faire-part aujourd'hui. Voilà. Et vraiment, c'est un objet qui procure une émotion hyper intense, pour peu que mais ça dépend pas que de nous, c'est que ça dépend aussi de vous, c'est-à-dire que vous y passiez du temps, du soin, etc., et un peu d'amour, et ça passera. Enfin, vous verrez, vous serez tellement heureux, vous regretterez de ne pas avoir payé plus cher. et voilà. Et je vous confirme, parce que j'ai eu la bonne idée de dire à Grégoire que je faisais mes albums depuis 15 ans chez un concurrent. Et du coup, dès demain, je ferai mes albums chez Rosemood. S'il te plaît. C'est promis. Un grand merci Grégoire. On est dans un timing parfait. Bravo à nous pour cette clôture. Un grand merci du coup à vous tous d'avoir terminé cette journée avec nous. Aux équipes d'ici lundi, H7 et du coup toute l'équipe du 0-to-1. Et alors on m'a rajouté sur ma fiche de vous dire rendez-vous à la Chapelle Mon Désir pour l'after party à 19h. Donc vous êtes tous au courant et je passe la parole à qui veut. Allez, bravo, on peut les applaudir.